Non, les amis, je ne suis pas là pour vous faire une interview d'un catcheur de la AEW, d'un catcheur de la WWE en anglais, hein. Si vous voulez des interviews, tu vois, moi j'aimerais bien accepter, mais je peux pas, parce que j'ai pas assez d'abonnés. Si vous voulez des interviews, tu vois, de catcheurs AEW, de catcheurs de Lucha, la Triple A, des catcheurs de la WWE, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, et si vous vous abonnez assez, moi, peut-être que je deviendrai un jour, tu vois, le nouveau Chris Van Vliet. Le Chris Van Vliet des interviews de catch, mais en français, tu vois. Mais non, je ne suis pas là pour faire des interviews de catch, pour faire des ouvertures de box WrestleCrate. Je ne suis pas sponsorisé par WrestleCrate, mais on se retrouve ici, les gars, pour SmackDown. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Euh, J'allais dire, cette vidéo ne va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais faut que j'arrête de dire cette phrase parce que c'est jamais vrai en fait. Ma vidéo, pas longtemps, c'est toujours 25 minutes, 30 minutes minimum. Et là, pour le coup, je vais essayer de faire ça. Comment s'est passée votre première semaine de déconfinement, non, pas de confinement. Vous êtes des déconfinés maintenant. Moi aussi, ça se voit. Si vous me demandez ce que j'ai fait pour la première semaine, eh ben écoutez, j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec mon coiffeur parce que maintenant il faut prendre des rendez-vous. Moi j'allais dans un coiffeur où il fallait pas prendre de rendez-vous, maintenant il faut prendre un rendez-vous, tellement il y a des gens. Et oh putain, ça fait plaisir. Waouh! Ça fait tellement plaisir. Un nouveau coiffeur, enfin, tu vois, de se refaire coiffer. Et puis en plus, là où je vais, tu sais, ils sont tout refaits, donc c'est plus moderne et tout. Magnifique. Coiffeur, meilleure expérience du monde, de la semaine. Allez au coiffeur, les gars. Vraiment, je vous le conseille, c'est super. Bref, SmackDown, je voulais vous en parler parce que, en fait, les gars, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a des choses vraiment où il y a des potentiels, où c'est pertinent. Où il y a des choses où c'est pertinent à SmackDown, vraiment. Donc, je vais pas suivre, je vais pas être un mouton, je vais pas dire que c'est nul parce que c'est nul, non. Même sans public, même avec Bruce Pritchard, il y a des trucs à SmackDown qui sont cool, mais évidemment, il y a des trucs qui me font sortir de mes gonds, hein. Voilà, mais je voulais vous en parler parce que SmackDown m'intéresse. SmackDown m'intéresse, tu vois. Même si je suis déçu, chaque semaine j'attends et je me dis non, en fait c'est nul. Pourquoi j'attends ça? Mais par exemple, je sais pas, le fait que par exemple les femmes, les divas, hein, bon, on va les rappeler les divas, bon, parce que avoir 4 minutes de match, ça commence à me péter les couilles, hein. Moi je me dis, il y a du Dana Brooke qui commence à avoir du potentiel. Putain, la meuf, je vous l'ai dit, la conne, elle décroche la mauvaise manette à Money in the Bank. D'ailleurs, ma review de Money in the Bank est ici, hein. Si vous avez envie de la voir, il y a des trucs qui se passent assez spéciaux sur cette vidéo review. N'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, ma petite chouchoute, ma petite favorite, eh ben non, elle va décrocher la mauvaise mallette, je te conne. Non, merde quoi. Sonia Deville, Mandy Rose, la semaine dernière, match, tu vois, première fois qu'elles ont un match, elles, de toute leur carrière, tu vois, ensemble, en one-to-one, 4 minutes. 6 mois de rivalité, 4 minutes. C'est honteux. Vous vous foutez de ma gueule? Putain, c'est des divas. On revient à l'ère des divas, les gars. C'est super chiant. C'est désespérant, quoi. Dana Brooke qui reprend une victoire, ouais, super. Et perd un petit paquet en 2 minutes 20. Mais je m'en fous, je veux pas avoir l'excuse de non, mais c'est voilà, c'est du huis clos, du coup ils font rapidement. Arrête, ça c'est pas une vraie excuse parce que si tu me parles de ça, pourquoi alors le Corbin et Dayas en opener dure 25 minutes? S'il te plaît. C'est pas une vraie excuse. C'est juste qu'ils en ont plus rien à foutre. Ça y est, on est reparti à Charlotte, c'est juste la meilleure. Les autres, bah c'était déjà le cas avant, mais là c'est même pour les matchs en fait. Charlotte c'est la meilleure, elle va avoir tous les titres. Elle va apparaître dans tous les shows, alors que c'est juste la championne de NXT. Mais il faut qu'elle apparaisse à Raw, il faut qu'elle apparaisse à SmackDown et qu'elle affronte la championne de SmackDown pour qu'elle la batte évidemment. Parce que c'est surtout pas Bailey qui va prendre la victoire, évidemment. À part Charlotte, les autres, c'est des merdes. Elles ont 2 minutes de match. C'est honteux. C'est. Ça me fait chier, quoi. Là, ils sont dans un roster où il y a plus de potentiel que jamais. Tu vois, là, c'est une des seules qualités que VVE. C'est une des seules qualités qu'ils ont par rapport à la AEW. C'est que le roster de la AEW, il est pourri sa race. Il est claqué au sol. Le roster féminin, bien sûr. Là, les gars, ils ont des femmes. Ils peuvent faire un truc de fou. Ils peuvent faire un roster. Ils peuvent laminer le roster féminin de la All Elite. Mais non, ils font des matchs de 2 minutes. Évidemment. On va revenir au match de la boue, hein, bientôt. C'est incroyable. Enfin bref. Des trucs comme ça me fait chier. Braun Strowman également. Nouveau champion universel. Oui, c'est bien, super. À quel moment pour lui c'est pertinent d'affronter des mecs qui sont même pas dans sa même catégorie, qui sont pas en solo, qui sont même pas champions par équipe. Oui, c'est bien, mais à quel moment c'est pertinent en fait? Qui s'associe à Otis, qu'il affronte John Morrison et le Miz et que Morrison se prenne une défaite. Alors que le mec devrait être actuellement champion de la WWE.
À quel moment c'est pertinent? Je ne sais pas. Enfin bref, malgré ces petites couilles comme ça, ou le fait encore que Cesaro ne soit pas dans le tournoi pour le titre intercontinental, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cesaro est juste le mec qui mérite le plus. Ok, il n'aura jamais de titre de champion majeur. Ça marche. Donnez-lui au moins une chance pour le titre intercontinental. Juste tous les fans, juste à peu près tous les fans du monde entier de catch veulent voir Cesaro avec un titre un jour. Oui, il a eu un règne en 2013, etc. Mais là, le mec mérite. Il est tellement fort qu'il soit en heel, en face, il change de tenue toutes les semaines et pourtant il est aussi charismatique, aussi fort. Donnez-lui quelque chose. Il est même pas, non, à la place on met Elias. Et ce tournoi, putain, ce tournoi intercontinental aussi. Je vais pas dire que j'ai les mauvais pressentiments, mais j'en ai en fait. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce tournoi intercontinental pour désigner un nouveau champion parce que Sami Zayn n'a jamais gagné de titre, mais bon, apparemment il peut plus combattre alors que il peut complètement, il est clean, mais bon. Oui, il s'est fait enlever les dents de sagesse, tout ça, mais bon, ça fait un mois maintenant, je pense qu'il peut recatcher, tu vois. Enfin bref. Politique de la WWE. J'ai de mauvais pressentiments parce que je sens que ça va juste être un tournoi, tu vois, pour clôturer des rivalités où ils n'ont pas fait encore de match, tu vois. Et là, il y a Corbin. Là, ils n'ont pas encore fait de match 1v1 depuis leur début de rivalité. Si, il y a eu un match à Mania. Voilà, je viens de m'en rappeler comme ça, mais bon, on s'en bat les couilles. Ils veulent juste terminer la feud. Il y aura, bon, Elias il a pris la pin. La semaine d'après, il va affronter je sais pas qui. Enfin, il va affronter un Styles ou un Nakamura. Et tu verras, pendant le match, il y a un Corbin qui va intervenir. Comme ça, Corbin, parce qu'il doit toujours se venger. Corbin, toujours se venger. C'est vraiment le. Bref, il va se venger du coup sur Elias. Du coup, comme ça va terminer la rivalité. Hop, fini, tu vois. Pareil pour Jeff Hardy chez Sheamus. La semaine prochaine, je sais pas, ça va être un chiant Hardy qui va prendre la victoire. Super. On va commencer à avoir de l'espoir, tu vois. Et enfin, maintenant, à la fin, tu vas avoir Sheamus qui va intervenir dans le match. Et comme ça, il va coûter la victoire à Jeff. Et il va avoir un vrai match. Là, c'est juste pour soit terminer des rivalités, ce tournoi, ou alors pour continuer un peu à créer de la storyline, tu vois, entre Jeff et Sheamus. C'est tout. Il va servir à rien. Le nouveau champion intercontinental, ça va être quoi? Ça va être Brian MDR. Ah ouais, c'est ça. Ça va être Nakamura? Non merci. Vous avez juste à mettre Cesaro ou Jeff Hardy. Moi, c'est tout ce que je veux. Rien d'autre. Bref. Beaucoup de choses encore. On va y revenir en profondeur dans quelques minutes, les gars. Avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Si vous voulez avoir des interviews de Kenny Omega, des interviews d'Alistair Black sur la chaîne, abonnez-vous pour que je devienne le nouveau Chris Van Vliet du YouTube France, tout simplement. Laissez un like et commentez. Commentez, les gars, de ce que vous avez pensé de ce SmackDown. Est-ce que vous aimez ce SmackDown? Est-ce que vous aimez ce qu'ils font actuellement à SmackDown? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez me suivre sur les réseaux. Je pense qu'ils sont là. Est-ce que j'aurais fait un layout pour SmackDown? Peut-être. Je ne sais pas. Ils sont là en tout cas. Ou dans la description. Et voilà, laissez un like. C'est le plus important pour soutenir la chaîne. Le like, les gars. Si vous aimez, hop, vous mettez votre pouce sur le like. Rien de plus simple si vous aimez ce que vous voyez. Bientôt 7 ans, les gars. Bientôt 7 ans qu'on est sur YouTube en plus. Donc, pour soutenir la chaîne, voilà, on est comme, je vous rappelle, le plus ancien YouTuber catch en France. Des projets vont arriver. J'ai une série de projets que je vous ai proposés d'ailleurs sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à les répondre. Également sur Instagram, où je vous fais un peu des sondages. Et je vous ai proposé une idée que j'avais pour une nouvelle série de vidéos qui va peut-être arriver la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller me suivre directement sur Twitter et Insta pour me dire ce que vous en pensez de ces nouveaux projets qui vont peut-être sortir sur la chaîne. Écoutez, moi je pense que je suis assez hype. On va partir directement. J'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que voilà, pendant toute cette semaine, j'en ai pas fait. J'étais assez occupé. Là, j'ai envie d'en faire. Là, après, voilà, après cette review Money in the Bank, il faut un peu remonter la qualité au niveau de la chaîne. Et ben on est parti parce que aussi ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de SmackDown. Je pense que putain, c'est début de l'année, non. Je crois que c'est depuis l'année dernière qu'on n'a pas parlé de SmackDown, hein, clairement. Je pense que ça remonte au début de SmackDown sur Fox, je pense. Incroyable. Bref, on débute le show avec la Miss TV, avec Morrison et Miss qui présentent Otis. Otis arrive, tout ça. Bah, rien de bien spécial. En gros, ça va être un segment qui va servir à hyper un peu le match qui aura plus tard entre Miz et Morrison contre Otis. Voilà, des petites blagues, hein, parce qu'il est gros Otis, des petites blagues en mode oh, il s'assoit sur la chaise et il la casse. Voilà, il s'assoit comme ça, c'est sur la chaise, hop, il la casse. Du coup, Miz et Morrison, il se fout de sa gueule. Après, il montre des photos de Otis quand il était un peu gros, tu vois, pendant son adolescence, pendant son enfance. C'était un peu un petit gros, tu vois, les gens se moquaient de lui. Oh oh oh, tu pesais combien à la naissance, espèce de gros porc? C'est drôle, hein. Waouh, c'est de l'humour. De l'humour WWE que, tu vois, même des fans comme moi, des fans qui sont fans, tu vois, qui sont fans de la WWE depuis les années 90,
Ça, c'est de l'humour que pour tout fan de catch, ça nous a arrêté de nous faire rire quand on avait à peu près 7 ans et demi, tu vois. Moi, à 8 ans, l'humour comme ça me faisait déjà plus rire, en fait. Faut qu'il s'arrête. Hein. L'humour de, ah, t'as un gros porc. C'est pas drôle. C'est pas drôle, en fait. Le mec a la mallette et vous le... Enfin, bref. Juste, il va servir à hyper, voilà. Il va dire, oh, est-ce que t'as un partenaire, toi? Est-ce que t'as des amis? Vu que Tucker n'est pas disponible, est-ce que t'as des amis pour nous affronter? Ha ha ha. Et puis après, pendant toute la soirée, en plus, ils vont nous teaser comme quoi Strowman va être, alors qu'on a complètement deviné, hein. Il y a eu un segment entre Strowman et Otis, et le mec dit, oh, je sais pas, je vais réfléchir. Et toute la soirée, ils vont nous dire, oh, qui va être l'adversaire mystère, le partenaire mystère de Otis, oh là là. Alors qu'on sait tous que ça va être Strowman, enfin bref, encore une fois, du teasing complètement débile. On enchaîne direct, c'est le premier match pour le tournoi, pour désigner le nouveau champion intercontinental. Elias Corbin, comme je vous l'ai dit, c'est une catastrophe, le match a duré beaucoup trop longtemps. Il va servir à terminer la rivalité, sûrement la semaine prochaine. Corbin qui va attaquer Elias, parce que attention, c'est le petit protégé, il faut toujours qu'il se venge. En fait, Corbin, ça commence à devenir lourd, faites autre chose avec lui. Match beaucoup trop long, victoire d'Elias, on s'en bat les couilles. Ouais, du coup, on a un Styles Nakamura la semaine prochaine, et le vainqueur du Styles Nakamura va affronter Elias dans 2 semaines, je crois. La finale se fera sûrement à Backlash, je pense. Otis croise Sheamus dans les coulisses et va lui demander qui est son partenaire pour ce soir. Sheamus dit qu'il n'y a aucune chance pour qu'il fasse équipe et se casse. Voilà, super intéressant. Tac, après il y a du coup le segment avec Strowman que je vous avais dit. Et ensuite on enchaîne. Ah, fameux match féminin, match des divas. Je pense qu'on va renommer ça match de divas. La diva Naomi face à la diva Dana Brooke, où j'avais beaucoup d'espoir en elle. Vraiment, je vous l'ai dit. Moi, Dana Brooke aurait dû être celle, je maintiens encore une fois, elle aurait dû être celle qui devait décrocher la mallette à Money in the Bank. La bonne mallette, évidemment. Et pas la faire passer pour une conne à Money in the Bank avec oh, le cadre sur elle se fait péter la gueule, elle se casse la tête. Putain, ça va lui faire mal, même en vrai, là. Quand elle glisse, elle se casse la tête. Résumé de, tu vois, de la hype pour Money in the Bank, résumé de la hype et de la qualité à la VVE, tu vois, c'est hop, se casse la gueule. Bref, super intéressant. Dana Brooke gagne en 2 minutes. Voilà, est-ce que c'est un push? Est-ce qu'on peut appeler ça un push pour Dana Brooke? Je sais pas. Ça me désole, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez de l'espoir en Dana Brooke comme moi? Moi en tout cas j'en ai, mais c'est un push, mais en fait on va rien faire d'elle parce qu'elle elle gagne des matchs en 2 minutes. Elle prend la win, c'est super. Mais on n'est pas derrière elle parce que 2 minutes c'est pas un vrai match en fait. La seule qui a le droit à des matchs de plus de 2, 3, 4 minutes, c'est la seule, l'unique, celle qui arrive, transition de malade, Charlotte Flair, la championne de NXT, parce qu'évidemment, avec, juste, même pas sans la Brand to Brand invitation dans la Wildcard Rule, la meuf a le droit de venir à Raw, à SmackDown, tranquille, voilà, normal. Et puis là, du coup, ils mettent l'excuse sur la Brand to Brand invitation, je crois, enfin, la Wildcard Rule 2.0. Malheureusement, si vous voulez mon avis sur ça, C'est honteux. c'est le pire truc qu'il pouvait faire en fait. C'est juste le pire truc qu'il pouvait faire revenir cette wildcard rule pourrie. En fait, je veux dire, à un moment donné, t'as vu l'année dernière, tu l'as testé pendant 6 mois, t'as testé pour dire, oh, peut-être que c'est ça qui va faire remonter les audiences. T'as testé ça l'année dernière, la wildcard rule, faire venir Reigns à Raw et à SmackDown, Lesnar, Rollins, tout ça à SmackDown. Ça n'a pas marché. C'est là où tu as eu les pires audiences de toute l'histoire de Raw, de toute l'histoire de SmackDown. Pourquoi tu recommences? Tu sais très bien que c'est pas ça qui va faire remonter les audiences. Oui, Charlotte est bankable, certes, mais c'est pas ça qui va faire remonter les audiences. On s'en bat les couilles, on veut juste de la qualité. On s'en bat les couilles qu'elle soit à Raw ou SmackDown. Je comprends pas pourquoi ils ont fait revenir cette wildcard rule. C'est juste la pire chose qu'ils pouvaient faire. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Et encore une fois, j'ai entendu quelque chose, tu vois, qui pourrait peut-être nous rassurer. Dans l'entrée de Charlotte Flair, j'ai entendu un petit Michael Cole dire comme quoi, oui, ce truc de Brand to Brand Invitation pourra se faire, si j'ai bien compris, seulement 4 fois par an. Mais NDR en fait. Là, ça fait déjà plus de 4 fois que vous l'avez fait. Et c'est ce que j'ai entendu. Bon, déjà, c'est 4 fois par an, ça n'a pas de logique parce que bon, ça 4 fois par an, on s'en bat un peu les couilles. Et puis en fait, ils sont déjà niqués parce que t'as Corbin Arrow qui vient, Charlotte la semaine prochaine, et cette semaine, donc du coup, ça fait déjà 3 fois, et Styles la semaine prochaine. Déjà 4, c'est fini. Et ils n'ont pas juste créé la Brand to Brand pour une semaine. Donc il y a eu un petit. Je sais pas si j'ai bien compris, mais moi j'ai compris.
Michael Cole a dit ça va se faire juste 4 fois par an. Bah là, du coup, ça fait plus de 4 déjà. Donc vous êtes déjà niqué en fait. Enfin bref, c'est juste, enfin, c'est le pire truc à faire, la wildcard rule, le retour, le pire truc à faire. Bref, Charlotte arrive sur le ring et pour le coup, bon, j'ai critiqué, mais ce segment est fort intéressant, les gars. Parce qu'on a Charlotte qui arrive, il dit qu'elle est la meilleure, tout ça, c'est pour ça qu'ils la font venir, Brent Trubin, machin, machin. Et Bayley et Sasha Banks arrivent pour la confronter, machin. Elle dit quoi? Elle dit qu'elles étaient assises dans les coulisses à entendre Charlotte Flair parler de sa vie, de quand c'est la dernière fois qu'elle a vu Charlotte Flair à SmackDown. Il y a Charlotte Flair, tu vois, qui demande à Sasha, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il n'y a que Bayley qui parle depuis tout à l'heure, mais toi on t'entend pas, tu vois. Et elle dit tout simplement, est-ce qu'elle n'en a pas marre d'être un peu la chienne de SmackDown, la lécheuse de bottes, la manageuse de Bayley, est-ce qu'elle n'en a pas marre en fait, tu vois, de pas être une réelle catcheuse. Et on sent, tu vois, la tension monter, tout ça, Bayley qui la laisse pas répondre. Euh, elle dit quoi? Elle dit, Flair, elle ajoute la coupe, machin. Sasha Banks veut parler du coup, mais Bayley la coupe en gros. Et après, Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de couper le micro de Bayley, tout ça, mais elle n'arrive pas toujours à parler. Et en gros, Bayley ensuite confronte. Pour la semaine pro, elle confronte une petite Charlotte pour pour un match championne, pardon, contre championne. En fait, c'est intéressant. C'est fort intéressant le fait que Sasha Banks, tu vois, qui échange avec Charlotte, tout ça, avec l'histoire qu'il y a eu derrière elle. Elle rappelle également le fait, tu vois, que Bayley en fait n'a rien fait. Des trois, Bayley c'est la pire, alors que Charlotte Flair et Sasha Banks ont tout fait ensemble. Elles ont été les premières à main event Hero, les premières à main eventer un pay-per-view, les premières à faire un Hell in a Cell, etc. Donc très intéressant, qui se base sur ça et qui, tu vois, qui mettent de côté Bayley pour ramener, tu vois, à Sasha Banks le fait que oui, c'est vrai que c'est la meilleure. Entre Sasha et Bayley, bah, c'est Sasha qui a accompli le plus de choses, tu vois. Et c'est intéressant. Bon, j'ai toujours pas envie de voir qui va tourner contre qui entre Sasha et Bayley, ça je m'en bats les couilles. Moi, si juste ça peut amener à refaire catcher Sasha Banks, je suis d'accord en fait. Parce que j'en peux plus quoi. Sasha Banks, je vous l'avais dit à Raw, tu vois, enfin pas à Raw, mais en octobre, quand il y a eu la brand split, la pire chose à faire, c'était de réunir encore Sasha Banks et Bayley dans la même team, dans la même brand. Ils ont fait ça, c'est la pire chose. Regardez Sasha Banks. C'est devenu une serpillière. Prochain segment, c'est le segment dans les backstage avec les Forgotten Sons. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on a appris le patriotisme et les héros quand on était enfant. C'est de la grosse merde. Ils choisissent de se battre pour leur pays et ils n'étaient pas traités comme des héros. Ils n'ont pas été accueillis les bras ouverts, alors ils vont nous traiter avec les poings fermés. J'aime bien. On monte Forgotten Sons originalement. Tu vois, originalement, ça se dit ou pas? Je sais pas. Oh, catastrophe. Mais tu vois, avec des segments backstage, ça j'aime plutôt bien. J'aime bien le fait que les Forgotten Sons ne soient pas encore décrédibilisés au bout de 2 semaines. C'est bien, ils sont encore montrés forts, ils n'ont pas encore pris une défaite. Moi, je les vois champions, clairement. SummerSlam, je sais pas. Champion, obligatoire, il n'y a aucune hésitation en fait. Les mecs, si vous voulez les pusher, bah faites-les gagner contre les New Day en fait. Même si les titres n'ont plus aucun prestige, mais c'est comme ça qu'on est prestigieux à la WWE, c'est en ayant des titres. Même s'ils ont plus prestigieux du tout, mais voilà. Prenez des titres et vous serez en haut de la carte, tout simplement. J'attends que ça. Après, là, j'ai peur qu'on parte, vu leur segment, vu leur promo, j'ai peur que du coup les Forgotten Sons, tu vois, partent dans un délire un peu patriotique. On est là pour défendre les États-Unis alors que c'était pas du tout leur gimmick, mais pas du tout leur gimmick à NXT. Et j'ai peur que là, ils font ah, on est là pour battre les États-Unis. J'ai pas envie qu'on reparte dans un truc patriotique comme avec Rousseff et la Russie. Vraiment pas envie du tout. Bref, on verra, mais en tout cas, moi je suis content qu'il soit pas encore enterré au bout de 3 semaines, tu vois. Ça me fait plaisir. Et enfin, on arrive au meilleur match de la soirée, clairement. Je l'ai même mentionné sur Twitter, on voudrait en avoir plus chaque semaine de ça. Bryan affronté Drew Gulak. C'est Bryan qui a gagné la fin du match pour monter tout simplement dans le tournoi pour le titre intercontinental. J'en veux plus, les gars, c'est tellement bon, putain. On l'avait eu à Chambers, je crois, et là les deux, encore une fois, même sans public, le match peut durer 20 minutes, 30 minutes, les mecs sont tellement bons. Drew Gulak doit tellement être content, mec, heureux, honoré d'affronter juste un des meilleurs lutteurs, un des meilleurs, tu vois, dans le ring, au niveau des soumissions. Daniel Bryan, je pense que ça va faire très plaisir à Drew Gulak. Et voilà, on sent que les deux se connaissent, on sent que les deux aiment faire ça, ils aiment, tu vois. Gulak, c'était son domaine de prédilection quand il était à 205, même dans les circuits indie. J'aime le revoir faire ça, tu vois. Et là, c'est intelligent. Gulak a abandonné à la fin du match, tout ça. Mais c'était intelligent, c'était bien construit. Bryan lui a bien attaqué la jambe, il a fait des prises assez folles sur sa jambe. Et il a fini sur une prise de soumission sur sa jambe. Donc bravo.
À la fin, ils se sont serrés la main, tout ça. J'aime bien. Gulak perd, abandonne, mais c'est crédible. C'est bien. Puis en face de lui, t'as un mec qui est encore plus expérimenté qui s'appelle Daniel Bryan. Donc j'aime bien. Et moi, putain, j'ai envie d'en avoir chaque semaine des matchs comme ça. Regardez, sans foule, ça passe parfaitement. S'il y a un truc que j'ai à vous conseiller cette semaine, si vous n'avez pas regardé SmackDown, les gars, allez voir en entier sur Watch Wrestling. Allez voir Bryan Gulak. En entier, ça passe crème, sans public. C'est magnifique à voir. Surtout, c'est ça en fait. C'est que c'est différent, mais vu que les deux sont des pros et sont des maîtres dans ce domaine, c'est magnifique à voir, clairement. Donc je vous le conseille, les gars. C'est magnifique. Et après ce match, on nous dit du coup que le vainqueur, Bryan, affrontera du coup soit Jeff Hardy ou Sheamus dans 2 semaines. On a une promo de Bryan qui dit que ouais, il y a 5 ans, il a dû renoncer au titre intercontinental en raison de sa retraite. Mais maintenant, il veut reporter le titre une fois de plus. Et le plus important, c'est de le défendre chaque semaine pour honorer en gros les meilleurs catcheurs, etc. de la planète. Bon, cool. Cool ce qui se passe avec Bryan et Gulak. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et on nous annonce aussi que la semaine prochaine, les gars, on aura le match qu'on attend le plus. Oh, surtout, oh, super attente, ne ratez pas ça. Charlotte Flair, la championne de NXT, va affronter Bayley, la championne de SmackDown. Waouh! J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment Bayley va se faire littéralement latter la gueule dans sa propre brand, dans son propre roster, par Charlotte Flair. Parce que c'est Charlotte Flair et que c'est sûr, il n'y a aucune chance pour que Bayley prenne la victoire. Et puis en plus, je sens arriver le coup de oh, Sasha Banks va faire perdre Bayley par inadvertance, elle l'aura pas fait exprès, mais oh mince, elle a distrait l'arbitre alors que Bayley était en train de faire un tombé. Oh mince. Je sens ce truc débile arriver. Bref. On va y passer de toute façon. On va y passer avec ce Sasha Banks, Bayley qui tourne sur Sasha. Donc autant rajouter Charlotte avec des segments intéressants comme ça, c'est cool, tu vois. Et qu'est-ce qu'on avant-dernier segment, je crois, avant-dernier truc dans ce SmackDown. En fait, ce SmackDown était, c'est pas qu'il était nul, mais tu vois, c'est ce qui me dérange en fait avec ce SmackDown en ce moment, même avec sans foule, etc. C'est que les gars ont un potentiel de fou. Ils ont un roster de malades. Déjà même, tu vois, même roster de toutes les catégories, que ce soit par équipe, avec les Forgotten Sons, la Outlash Party, etc. En titre mid-card, Gulak, avec Bryan, avec Cesaro, avec tout ça. Et Main Event, ils ont tellement de potentiel, même au niveau des femmes, d'écrire des bonnes storylines avec Sonya Deville, Mandy Rose, Dana Brooke et Naomi ou quoi. Les mecs font rien, quoi. Les mecs font de la merde avec les titres par équipe. Toujours le New Day qui est toujours champion, où ça sert à rien, on n'est plus du tout hypé par ces titres, ils sont plus du tout prestigieux. Il se passe des trucs avec les Forgotten Sons, mais on sait que ouais, les prochains challengers, ça va être Miz et Morrison, on le sent. Morrison qui prend une tombée. Pourquoi Morrison et Miz affrontent des mecs qui sont même pas en équipe? Ils font de la merde, et c'est ça qui est dérangeant, quoi. Les femmes, là, Sonya Deville, Mandy Rose, là, il y a un segment, là, juste avant le main event, avec Sonya Deville et Mandy Rose, et Dolph Ziggler, pardon. Magnifique. Je suis tellement heureux, mais je suis tellement aux anges, les gars, que Sonya Deville soit mise en avant. Et ça, par exemple, c'est un point positif. Un nouveau push, tu vois, même pour Dana Brooke, Sonya Deville. Elle dit quoi? Elle dit que elle l'a déjà battu la semaine dernière, etc. Et la semaine prochaine, du coup, il y a un match mixte, tu vois, entre les 4. Ce sera pas différent. Ils vont humilier Mandy Rose et Otis, comme elle l'a humilié la semaine dernière. Dans quel domaine est bon Mandy Rose et bonne Mandy Rose? Ce n'est pas dans les victoires, ce n'est pas dans les combats. Ce n'est pas d'être une bonne partenaire et surtout pas d'être une meilleure amie. Non, elle sait juste être blonde et belle. Et voilà, la promo de Sonya Deville est folle. Sonya Deville a un putain de talent au micro et enfin, vous savez que je la soutiens depuis longtemps et ça me fait très plaisir. Tu vois que les gens ouvrent enfin les yeux sur elle et voient que oui, elle a du potentiel. Et que oui, à SummerSlam, la meuf doit être celle qui doit devenir championne à SummerSlam. Rien à foutre. Que ce soit Bayley ou pas, Sonya Deville doit aller gagner le titre dans le Big Four, dans un SummerSlam ou même au Survivor Series. Je m'en bats les couilles. Sonya Deville, pardon, je vais y arriver, doit être championne avant la fin de l'année, même la fin de l'été, je dirais. Parce qu'elle mérite et parce que c'est la meilleure et parce que vous pouvez construire une putain de vraie superstar. Mais encore une fois, tu vois, il y a des segments cool, mais il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est mal construit. Match Sonya Deville, Mandy Rose, première fois en 5 ans, elle fait un match de 3 minutes 30 et Sonya Deville gagne par petit paquet. Pareil pour Dana Brooke. Le seul truc bien, c'était Bryan Gulak cette semaine. Mais je sais que la semaine d'après, ça va être fini. Tu vois, on n'aura plus de. Voilà. C'est une fois comme ça. Alors qu'ils pourraient construire une mid-card de malade, des titres par équipe, tu vois, un prestige autour des titres par équipe de fou avec les équipes qu'ils ont là. Mais ils font rien.
Et le main event, The Miz et John Morrison ont affronté du coup Otis et l'adversaire mystère. On savait pas qui c'était, Braun Strowman. Oh mon dieu. D'ailleurs, Braun Strowman qui a changé de titantron, tu vois, de visuel pour son entrée. C'est bien mieux, c'est bien plus travaillé, j'aime bien. Parce qu'en ce moment, on voit que tu vois, c'est pas très travaillé au niveau des visuels. Là, j'aime bien, ils ont retravaillé un peu le visuel, ça rend un peu plus crédible. On peut dire ce qu'on veut. Mais le design, le visuel, comme l'a dit d'ailleurs Black Mass Design dans une interview avec le Rebelle du Catch, avec Cody, des Rebelles du Catch, n'hésitez pas à aller la voir. Le design, il disait que c'est le plus important. Et c'est la réalité, les gars. Le design dans le catch, c'est la base. Quand tu vois des mecs entrer, mais que leur t-shirt est nul, que leur visuel est nul, etc., ça donne pas envie. Pareil pour la musique. Strowman et Otis gagnent le match. À la fin, tu as un segment, il fait genre Otis qui va aller attaquer Strowman, mais en fin de compte, voilà, c'était juste pour rire. Mandy Rose arrive à la fin et les Babyface célèbrent pour bien finir ce ce SmackDown post Money in the Bank. Strowman va sûrement, voilà, la semaine prochaine, aller affronter, un petit Firefly Funhouse, ça pourra dire qu'il va affronter The Fiend, tout ça, je pense que ça va être ça la suite. Otis, je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il va cacher pour être par équipe ou non? On ne sait pas, les gars. Il faudra être là la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura une review de SmackDown sur la chaîne la semaine prochaine? Je ne sais pas. Soyez là, les gars. Abonnez-vous si vous voulez savoir. Likez la vidéo si vous aimez ce que vous avez vu. Et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ça. Ça me ferait hyper plaisir, les gars. Abonnez-vous. C'est le plus important si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.